Les araignées et les hommes ont ceci en commun qu'ils s'évitent mutuellement. Les araignées sont des solitaires, elles n'aiment pas la compagnie. Les hommes, tout au moins la plupart d'entre eux, fuient les araignées, sous prétexte que celles-ci sont non seulement repoussantes, mais aussi dangereuses. Or, paradoxe, c'est précisément un monde sans araignées qui serait dangereux pour l'homme. Un calcul très savant a été réalisé pour déterminer le volume d'insectes que les araignées dévorent chaque année. Alors il faut savoir que les seules araignées qui vivent en Allemagne mangent chaque année le poids en insectes de la population globale allemande. Cela veut dire que tous les ans, les araignées débarrassent l'Allemagne d'environ 4,5 millions de tonnes d'insectes. En d'autres termes, si elles n'étaient pas là, l'Allemagne serait recouverte d'une couche de 10 à 20 cm d'insectes. Quand on imagine ce genre de scénario, on ne peut qu'espérer que les araignées ne seront pas victimes d'une catastrophe écologique. Le fait est que l'araignée n'est pas précisément populaire et qu'une foule de préjugés, fantaisistes pour la plupart, lui colle à la peau. Son apparence nous suggère le dégoût, mais la peur qu'elle nous inspire, l'arachnophobie, est irrationnelle et très exagérée. De par le monde, il existe plus ou moins 40 000 différents types d'araignées. Parmi celles-ci, seule une poignée sont suffisamment venimeuses pour être dangereuses pour l'homme. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'elles mordent systématiquement. Une veuve noire, par exemple, à moins qu'on ne s'amuse à l'écraser entre ses doigts, ne vous mordra pas. Les araignées ont la malchance de ne pas correspondre à ce qu'on pourrait appeler le concept nounours. Elles n'ont pas la tête ronde et de grands yeux adorables et innocents. Dans le règne animal, ce sont des êtres à part, et rares sont les humains qui s'y intéressent. Bien qu'étant pour la plupart dotées de 4 paires d'yeux, les araignées ont une mauvaise vue. Dépourvues d'oreilles, elles entendent pourtant grâce à leurs pattes. Leur capacité à tisser des toiles est unique dans le monde animal. Aucun être sur Terre ne possède la faculté de produire avec son corps une matière comparable à la soie des araignées. Les toiles qu'elles tissent avec cette soie sont d'une structure complexe et figurent parmi les constructions naturelles les plus fascinantes qui soient. Changer la mauvaise réputation des araignées, telle est l'idée de l'arachnologue Martin Kreuls. Depuis quelques années, il a fait de l'étude des araignées son métier. Il collecte les araignées loups qu'il revend au prix moyen d'1 € par tête à ses commanditaires. Bon nombre d'entreprises chimiques utilisent les araignées pour tester de nouveaux pesticides. Les araignées loups se prêtent parfaitement à ce genre d'expérience. Leur épiderme est très fin. Les produits chimiques pénètrent rapidement dans l'organisme. Les araignées loups se trouvent communément dans les champs et dans les sillons. C'est là que les produits chimiques sont utilisés. Pour des expériences sur ces produits, il est évidemment intéressant d'utiliser les animaux dont la population dans les champs est importante. Dans les bonnes journées, Martin Kreuls attrape facilement plus de 100 araignées loups. Aujourd'hui, en revanche, son butin est plutôt maigre. Aujourd'hui, j'ai trouvé beaucoup d'araignées crabes, comme celle-ci, vous voyez. À l'heure actuelle, les araignées crabes sont nombreuses parce qu'elles viennent d'avoir des petits. Généralement, elles se trouvent sur les feuilles où elles prennent le soleil et sont relativement faciles à attraper. Là, il y avait une Enoplognata ovata, un peu plus grosse, avec des couleurs très intéressantes. L'idéal, c'est une température de 20 à 25 degrés, un beau soleil, pas de nuages pour qu'il n'y ait pas d'ombre et pas de vent. Si en plus il y a un peu d'humidité, alors c'est l'idéal pour faire sortir les araignées. Huit pattes et autant d'yeux. Voilà les caractéristiques les plus marquantes de l'araignée et leur différence la plus nette avec les insectes. Dans le monde animal, les arachnides constituent une classe à part. Tous les 5 à 6 ans, les chercheurs découvrent de nouvelles espèces d'araignées inconnues.
Les scientifiques les conservent et se les échangent pour essayer de les classifier. Martin Kreuls vient de recevoir une livraison du Luxembourg. Des araignées collectées sur l'ensemble du Grand-Duché. Cette fois, son commanditaire n'est autre que l'État du Luxembourg qui souhaite savoir quelles espèces vivent sur son territoire. Ce n'est pas un travail simple, car les signes distinctifs qui permettent de différencier une espèce de l'autre sont parfois peu évidents. Mais la lutte contre la répulsion que les araignées inspirent à l'homme est tout aussi ardue. En Europe, cette répulsion est un phénomène culturel. Il existe beaucoup de livres où les araignées sont systématiquement désignées comme des bêtes repoussantes. Tout ce qui est lié, de près ou de loin, aux araignées a une connotation négative. Elles sont associées à la mort, au diable et à la peste. Tout cela est de l'ordre du mythe et n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. En Europe centrale, par exemple, ici en Allemagne, il n'existe aucune sorte d'araignée venimeuse pour l'homme. Elles sont capables de tuer des insectes, mais leur poison est inoffensif pour l'homme. Par ailleurs, quand on travaille avec des araignées, on passe soi-même pour un type un peu déjanté. Martin Kreuls veut combattre la mauvaise réputation des araignées et informer ses semblables sur la vie de ses petites protégées. Les enfants sont naturellement curieux des araignées et n'ont pas les mêmes peurs que les adultes. Martin donne des conférences, du jardin d'enfants jusqu'à l'université, et organise des sorties de classe dans les zoos. Ça ne sert strictement à rien de jeter une araignée par la fenêtre. Dans un rayon de 60 mètres, l'araignée reviendra exactement à son point de départ. Le truc, c'est de se faire inviter pour le café par le voisin et de relâcher l'araignée chez lui pendant qu'il est à la cuisine. Là, vous avez une chance de ne plus la revoir, mais jusqu'à 60 mètres de distance, elle reviendra. Donc le fait de la jeter par la fenêtre ne vous sert à rien du tout. Ici, vous voyez une tête ragnatée et tirée. On la reconnaît facilement à l'arrière de son corps, qui est très allongé. Son nom étiré vient du fait qu'elle s'étire sur tout son long quand elle se sent menacée. On va jeter un coup d'œil à l'enclos. Vous voyez le mur de planche? Il y a énormément de toiles. Ce sont des toiles d'une espèce appelée tégénaire des maisons. Ce sont des toiles assez récentes. Un peu plus haut, sur le rebord, vous remarquez que les toiles sont un peu plus grandes, parce que plus anciennes. La capacité des araignées à tisser des toiles est une caractéristique unique dans le monde animal. Chaque araignée possède l'aptitude insolite et innée de tisser un style de toile spécifique à son espèce. D'une certaine manière, les toiles constituent ainsi la marque de fabrique de chaque araignée. Le matériau de construction, la soie, est l'une des matières les plus fascinantes qui existent. La soie est composée en majeure partie de protéines contenues dans une glande abdominale que l'araignée expulse sous forme de fil. Fritz Vollrath a analysé minutieusement le mystère des toiles d'araignée. Cet universitaire allemand vit depuis plusieurs années à Oxford, en Angleterre. Il élève une espèce d'araignée appelée Nephila claviceps. Elles produisent une soie très particulière qui fascine énormément le professeur Vollrath. Son projet est de parvenir à reproduire cette soie et de la rendre utilisable par l'homme, notamment pour fabriquer des cordages ultra résistants et des matériaux d'emballage. La toile n'est pas simplement un piège à insectes. Elle est aussi un système d'alarme et une passerelle pour les mâles. Du fait de leur taille minuscule, les araignées mâles ne peuvent copuler que pendant le repas de la femelle qui est beaucoup plus grande, faute de quoi ils risqueraient d'être mangés eux aussi. Il y a très peu de gens qui étudient les araignées, ce qui est un avantage certain. Quand on se rend à une conférence internationale sur les araignées, on se retrouve à 150, 200 personnes. Une même conférence plus générale sur les insectes attire entre 4000 et 6000 personnes. Cela induit que quand on étudie une araignée, la plupart des choses que l'on analyse n'a pas encore été décrite par quelqu'un d'autre. Et donc, tout ce que l'on observe est pratiquement nouveau.
l'araignée reconnaît-elle son propre fil? Sur cette bobine se trouvent des centaines de mètres de soie qui ont été extraits la veille. C'est cette soie que Fritz Vollrath étudie. Après avoir anesthésié l'araignée avec un peu de dioxyde de carbone, il la dispose, à l'aide d'une chaussette percée, sur un tapis de mousse. Une procédure simple mais précise que Fritz Vollrath a développée pour ne pas blesser ses araignées. Avec beaucoup de précaution, il essaye de saisir un fil de soie à l'entrée de la glande. Une fois que ce fil est attrapé, l'araignée ne pourra plus enrayer sa production. Et ainsi, comme un ver à soie, la Nephila claviceps donnera environ 1 km de fil. Quand on extrait le fil d'une chenille, à la main ou avec une machine, on obtient un fil de bien meilleure qualité que si on laisse la chenille expulser le fil elle-même. Dans le cas des araignées, cela veut dire que le fait de retirer régulièrement le fil a une influence très importante sur la qualité de ce fil. Idem pour la vitesse. Si on tire lentement le fil, il est différent que si on le tire vite. C'est très intéressant, car à partir d'un même matériau, donc à partir d'une même structure moléculaire, on peut obtenir un fil très élastique en le soutirant lentement, ou un fil moins souple si on le soutire rapidement. Pour construire son filet, l'araignée Eperdiadème utilise au moins 7 sortes différentes de fils. Elle peut choisir entre 7 glandes. La protéine fibreuse ne se solidifie qu'une fois sortie de la glande. La soie d'araignée est une matière exceptionnelle, tant par sa résistance extrême que sa grande élasticité. Fritz Vollrath en a analysé la structure moléculaire. L'araignée produit un fil qui est extrêmement élastique. Ce fil est une véritable merveille d'intelligence. Il est composé de nanomécanismes. Quand on observe une toile d'araignée au microscope, on se rend compte que le fil de soie comporte, à intervalles réguliers, des excroissances semblables à des bulles. Quand on regarde à l'intérieur d'une de ces bulles, on y voit un rouleau de fil immergé dans une petite goutte d'eau. C'est vraiment de l'eau, additionnée de quelques éléments chimiques. En cas de tension, le fil s'allonge. Et quand la tension cesse, le fil ne pendouille pas dans le vide. Il se contracte et reprend sa taille initiale. Quand on regarde une nouvelle fois à l'intérieur de la bulle, on y verra le fil enroulé. La tension sur la surface de l'eau déroule et enroule le fil de soie qui est conservé dans la bulle. C'est grosso modo le même principe qu'une poulie qui déroule et enroule un fil selon le besoin. Tout cela fait l'incroyable élasticité de ce fil qui se mesure en plusieurs milliers de pourcents et qui peut être déroulé et enroulé à volonté à partir de cette bulle de liquide. C'est un mécanisme microscopique extrêmement intelligent. Pour l'heure, Fritz Vollrath a encore besoin de ces araignées. Sans elles, il n'aurait pas 1 centimètre de fil. Son but est de parvenir à fabriquer une soie parfaite, synthétique, dans le laboratoire de la société qu'il a fondée. Une solution serait évidemment d'avoir un immense élevage d'araignées, comme le font les éleveurs de vers à soie qui élèvent des millions de chenilles. Mais cela ne fonctionnerait pas car l'araignée est anthropophage. Les araignées sont carnivores et tant qu'elles ont suffisamment d'insectes à manger, ça se passe à peu près bien. Mais dès qu'une araignée vient se prendre dans le filet d'une de ses sœurs, elle se fait dévorer. Tant et si bien qu'à la fin, nous n'aurions que quelques araignées dans notre élevage. Il est donc impossible de produire de la soie d'araignée à grande échelle de cette façon. Les fils d'araignée sont 10 fois plus fins qu'un cheveu humain. Ils sont pourtant bien plus solides, plus résistants et plus flexibles que tous les matériaux naturels produits par le corps humain.
Le professeur Vollrath n'est pas le seul à étudier cette matière potentiellement très lucrative. Dans le monde, plusieurs équipes planchent avec des méthodes très différentes sur la fabrication de ce matériau miracle. Si on faisait un câble du diamètre d'un doigt avec ses filaments, il serait assez résistant pour pouvoir arrêter un avion en plein vol. Montréal, au Canada. Après 5 ans de travaux intensifs, Jeffrey Turner est parvenu à intégrer le gène de la soie d'araignée dans le code génétique de chèvres. Les chèvres se prêtent mieux à ce genre de projet que les vaches, par exemple. En effet, elles se reproduisent plus rapidement et produisent plus de lait. Si les chèvres ignorent tout de la valeur de leur lait, elles connaissent parfaitement le chemin de la treilleuse. Chaque litre de lait contient environ 20 grammes de protéines de soie. Une fois cette protéine extraite par filtrage, le lait reste propre à la consommation. D'ici 1 ou 2 ans, Jeffrey Turner compte bien commercialiser les premiers produits en soie d'araignée sous l'appellation de bioacier. Pour cela, il lui faudra 10 fois plus de chèvres qu'aujourd'hui. Les chercheurs isolent et lavent la protéine de soie d'araignée, appelée spidroïne, pour la purifier. Avec cette soie, on pourrait par exemple fabriquer des gilets pare-balles ultra légers. L'armée canadienne investit d'ores et déjà dans le développement du bioacier, car la soie des araignées permettrait d'améliorer considérablement le confort des gilets pare-balles existants. On pourrait envisager de fabriquer des chemises à l'épreuve des coups de couteau. Ce serait intéressant, dans la mesure où les policiers sont plus souvent blessés par une arme blanche que par une arme à feu. Et même en cas de blessure par balle ou coup de couteau, la soie d'araignée, remarquablement bien tolérée par le corps humain, préparerait la cicatrisation de manière optimale. Mais d'ici là, la route est encore longue et entre-temps, le professeur Vollrath dépend encore totalement de la bonne volonté de ces araignées. Et celles-ci exigent d'être nourries régulièrement de protéines animales. À l'heure du repas, la nature reprend ses droits. Madame Araignée se sustente et Monsieur Araignée en profite pour s'adonner aux joies de la copulation. Les toiles d'araignée sont également des symboles. Symboles de l'éphémère et du vieillissement, elles sont implacablement nettoyées dans nos maisons. Lorsqu'elles sont dans la nature, il en va autrement et certains même leur vouent une véritable admiration. À l'instar de Fritz Vollrath, l'artiste Jean-Luc Brugnot est fasciné par les toiles d'araignée. Il n'est pas rare qu'on soupçonne les artistes d'avoir eux aussi une araignée au plafond. Mais Jean-Luc Brugnot, artiste sculpteur valenciennois, a la tête bien sur les épaules. Son champ d'intérêt, ce n'est pas la structure moléculaire de la soie, mais toutes ses applications créatives possibles. Les œuvres d'art qu'il crée depuis quelques années, à partir des toiles, proposent une vision nouvelle de cette matière, même aux spectateurs les plus sceptiques. Je me suis rendu compte qu'en fait, la toile d'araignée a énormément de valeurs que je respecte, que je défends et qui me correspondent. Et entre autres, elle est porteuse d'une quantité assez énorme d'antinomies. Et je suis moi-même un peu fabriqué d'antinomies. Par exemple, peut-être la plus remarquable et la plus flagrante, c'est qu'elle est un symbole de répulsion, de phobie, et que simultanément, on peut la trouver extrêmement belle quand elle est couverte de rosée ou de givre. Donc elle est un symbole d'attraction et de répulsion. Elle est en même temps un symbole du passé, alors qu'elle est un matériau du futur à cause de ses caractéristiques physiques, elle est extrêmement résistante, et qu'elle est de ce fait même aussi un symbole de fragilité, en étant un des matériaux les plus solides qu'on puisse connaître. Tout commence avec une immense toile d'araignée que Jean-Luc découvre dans la cave d'un ami.
Sur la base du savoir-faire de l'animal et de sa propre imagination, il décide de créer une passerelle entre l'araignée et l'homme. Depuis cette première découverte, Jean-Luc Brugnot collectionne les toiles. Il les transporte avec grand soin et met en valeur certaines d'entre elles en les teignant grâce à une technique spéciale de coloration. Le résultat est impressionnant. La plupart de ses œuvres sont sous verre. Cela sert à protéger les toiles, mais aussi à créer une distance et à permettre ainsi aux spectateurs de surmonter ses phobies et de s'approcher des toiles au plus près. Ce n'est pas un matériau des siècles derniers où il fallait utiliser des matériaux riches. Ça n'est pas un matériau du siècle dernier qui aurait été employé par Picasso puisqu'il n'est pas du tout malléable et on ne peut rien en faire. Et c'était ça l'intérêt, faire des choses avec un matériau tout à fait inutile et sans valeur. Les toiles sont des pièges. C'est d'autant plus vrai qu'elles sont généralement invisibles. Voilà pourquoi les insectes se prennent dans ces fils. Par la couleur et par ses modelages, l'artiste rend les fils visibles. La toile perd ainsi sa fonction de piège à insectes. En changeant de rôle, elle permet de capturer les émotions des spectateurs. Jean-Luc Brugnot est un précurseur, même si bon nombre de spectateurs doivent encore se familiariser avec son matériau. Caroline porte une robe que Jean-Luc a taillée sur mesure à partir de toiles d'araignée. Et manifestement, elle n'éprouve pas de gêne particulière. Ça tombe pas si mal, hein. C'est très spécial comme sensation là, d'avoir des toiles d'araignée sur moi. C'est bien que ça bouge comme ça. Ouais. Ça bouge impeccable. Tu vois, parfait. Et tout doit aller d'ailleurs. On dirait un conte de fées là. Oui, c'est un peu symbolique. Le travail avec les toiles n'est pas une mince affaire. La confection de la robe s'est révélée particulièrement délicate. Il est évident que fixer des toiles d'araignée peintes sur des tissus, ça demande des recherches assez importantes, assez conséquentes. En particulier, par exemple, sur un tissu stretch, donc qui est extensible, pour lequel j'ai dû fabriquer moi-même mes couleurs de façon à ce qu'elles soient souples et qu'il n'y ait absolument aucun problème de résistance. Donc à chaque fois, il y a un problème technique qui se pose et ça ouvre aussi des portes à la création et à la façon de présenter les choses. Chaque toile est unique et inspire une nouvelle œuvre d'art. De vieilles caves ou granges campagnardes sont les meilleurs lieux pour dénicher de grosses toiles. Jean-Luc Brugnot a jeté son dévolu artistique sur une toile de 7 mètres de long et de quelques années d'âge. Elle se trouve dans une ferme où elle grandit d'année en année. Mais comment détacher un filet d'une telle taille sans le détruire? Ce sera le problème majeur du nouveau défi de Jean-Luc. Nous sommes au bord du désert de l'Arizona, devant une maison où peu de gens entreraient, s'ils savaient ce qui s'y trouve. Nous avons à peu près 40 à 60 000 araignées ici. Ici se trouvent les jeunes, et là les œufs. Il y a entre 1 et 100 araignées dans chaque godet. Là, il n'y a que des bébés. Des veuves noires, des Loxosceles reclusa, des mygales.
Ces godets-ci contiennent chacun 200 à 300 agélènes. Là, il y a quelques douzaines de loxocelles, une espèce dangereuse au venin nécrosant. Ici, il n'y a qu'une araignée par godet. Au fur et à mesure qu'elles grandissent, nous devons les faire changer de godet. Dans ce coin-ci, il y a principalement des tarentules, quelques souris, quelques scorpions, des races inoffensives tropicales, ainsi que des espèces locales. Encore 2 douzaines de tarentules de la région. Chuck Christensen dirige le plus grand élevage d'araignées du monde. Pour nourrir ses bêtes, il commande la nourriture par kilo, de préférence des asticots, car ils n'ont pas de carapace et sont relativement faciles à digérer pour les araignées. La première fois que Chuck a vu une veuve noire, il l'a mise en fuite avec un bâton. Aujourd'hui, il l'attrape avec ses doigts. La veuve noire est certainement l'espèce la plus dangereuse du coin. Elle dispose d'un puissant venin neurotoxique qui provoque la contraction des muscles, mais qui n'entraîne que très rarement la mort. Ça, c'est la couleur jaune caractéristique de la poche qui contient quelques centaines d'œufs. Je vais sortir l'araignée. Viens ici, ma petite dame. Je ne voudrais pas te casser une patte. Là, vous pouvez voir son fameux sablier rouge. C'est un avertissement. C'est la seule araignée qui a cette marque rouge en forme de sablier. Elle prévient les autres prédateurs qu'elle est une araignée dangereuse pour qu'ils passent leur chemin. Chuck et son épouse Anita commercialisent le venin des araignées. Il est utilisé par des instituts de recherche et des universités pour développer de nouveaux médicaments. Certains de ces venins sont aussi rares et aussi chers que le platine. Ici aussi, les bêtes sont anesthésiées avec du dioxyde de carbone. Une légère et rapide pulsion électrique provoque un mouvement réflexe par lequel l'araignée somnolente expulse une giclée de venin. Il faut être complètement calme, éviter toute vibration et faire attention à ne pas mélanger les venins. Même si je parviens aujourd'hui à traire 80 araignées en 1 heure, je dois toujours veiller à ne pas les mélanger. J'ai commencé à apprécier les araignées parce que j'ai découvert beaucoup d'espèces différentes en Floride, où elles sont très belles, très colorées. Avant de monter cette affaire avec mon mari, je n'avais même pas effleuré la moindre toile d'araignée. Chaque espèce d'araignée possède un venin différent, et chaque venin est composé d'une douzaine de substances toxiques environ. La taille des araignées n'est pas liée à l'efficacité du venin. Souvent, les espèces des plus petites produisent les venins les plus puissants. Les gens pensent souvent que leur venin est très puissant. En fait, dans bien des cas, il n'est pas toxique. Il ne provoque pas la mort. Il peut être paralysant, parfois même anesthésiant. Si l'insecte ne ressent aucune douleur, il n'opposera aucune résistance à être dévoré. Sur 100 toxines, peut-être 1 ou 2 seulement sont mortelles. Les autres venins sont bien évidemment puissants, mais ils ne tuent pas. Pour produire assez de venin, les araignées doivent être nourries régulièrement.
Cette mygale dispose à présent de suffisamment de nourriture pour plusieurs semaines. Le poison ne tue pas la souris. Elle la paralyse jusqu'à ce que sa respiration s'arrête. Pour l'homme, la morsure de la mygale est certes très douloureuse, mais elle n'a pas plus d'effet qu'une piqûre de guêpe. J'ai été piqué des milliers de fois. Pas par celle-là, mais par des veuves noires, des solitaires brunes, des scorpions. Les petites araignées qui sont là piquent sans arrêt. Mais ça ne fait mal que quelques minutes. Rien à voir avec la piqûre de la guêpe Pepsis. Je n'ai jamais connu une telle douleur. C'était incroyable. Je pleurais de douleur tout en étant fasciné par la piqûre en elle-même. C'était terrible. La douleur était incommensurable. Je compatis vraiment pour les tarentules qui se font paralyser par les guêpes Pepsis. Les mygales mangent et sont mangées. Elles sont menacées par de nombreux prédateurs, notamment les oiseaux. Mais leur pire ennemi est la redoutable tarentule. Elle parvient à s'approcher de la mygale et à la prendre par surprise. La morsure de la tarentule paralyse la mygale. La tarentule dépose alors ses œufs dans le corps de sa victime. Les larves, une fois écloses, dévoreront progressivement leur hôte. Ici, dans l'élevage, les araignées sont en sécurité. Elles ne sont guère dérangées que par des visites. Ça ne dérange personne. On nous appelle juste Spider-Man et Spider-Lady. En fait, les gens aiment bien nous rendre visite, pour mieux comprendre les araignées et ne plus en avoir peur. Ils ont parfois du mal à imaginer comment on peut avoir 40 000 araignées chez soi. Mais si quelqu'un est intéressé et qu'il veut venir ou emmener ses enfants, il est le bienvenu ici. Il n'y a jamais eu de réaction négative? Non. Si, une fois. On nous a taxés de sorcellerie. Régulièrement, Chuck et Anita font une sortie dans le désert alentour à la recherche d'araignées. Parfois, quand l'élevage ne satisfait pas la demande, ils achètent des bêtes. Il arrive aussi que des amis chercheurs leur envoient de nouveaux spécimens. Ils arpentent ainsi le désert de l'Arizona depuis plusieurs années et découvrent régulièrement des espèces inconnues. Or, qui dit espèce inconnue, dit nouveau venin, dont les caractéristiques et composants sont susceptibles d'être utilisés pour l'élaboration d'un nouveau médicament. Le champ d'investigation est vaste. À l'heure actuelle, un groupe de chercheurs utilise le venin que lui fournit Chuck pour travailler sur de nouveaux analgésiques et de nouveaux antibiotiques. Certains médicaments récents et efficaces contre les crises cardiaques, les attaques cérébrales et les crises d'épilepsie sont d'ores et déjà utilisés. Anything else, Anita? Pour la plupart des humains, l'araignée est une source de peur. Or, souvent la peur provient de l'ignorance ou d'informations erronées sur le comportement des animaux. Elle est irrationnelle et les enfants l'observent chez leurs parents ou leurs camarades et la reprennent à leur compte. La peur des araignées est ancestrale. Pourtant, l'immense majorité des araignées est inoffensive pour l'homme. Quand la peur prend trop de place, quand elle devient paralysante, on parle alors de phobie. J'ai grandi avec la peur. Mes parents m'ont raconté que lorsque j'étais petite, une araignée m'était passée sur le visage pendant que je dormais. Je ne m'en souviens plus, mais ils m'ont dit que je me suis réveillée en hurlant de frayeur et qu'ils ont essayé de me calmer en m'expliquant que ce n'était qu'une araignée. Depuis, cet épisode est resté ancré en moi.
La peur ne découle jamais d'expériences réelles. Les phobiques, qui peuvent faire état de situations où ils ont effectivement été piqués par une araignée, sont rarissimes. La phobie est déclenchée par l'idée qu'on se fait d'un événement possible. Quand je voyais une araignée, je prenais automatiquement la fuite. Et quand soudain une araignée apparaissait et qu'elle se trouvait relativement proche de moi, cela provoquait des sueurs froides et des hurlements hystériques. Après coup, j'éclatais en sanglots. Je pleurais comme une madeleine, sans pouvoir m'arrêter. Les phobiques mettent généralement beaucoup de temps avant de se résoudre à suivre une thérapie comportementale pour se libérer de leur peur. La progression se fait par étapes, comme le montre cette vidéo, en travaillant sur l'objet de la phobie. Seule la confrontation directe avec les araignées permet aux phobiques de contrôler leur frayeur et de la vaincre. Les phobiques s'imaginent que la peur augmente de façon perpétuelle, mais ce n'est pas le cas. Généralement, ils fuient à la recherche de quelqu'un qui chassera l'araignée. Or, en fuyant, ils se privent de la possibilité de constater que la peur va s'en aller. La peur grimpe jusqu'à un certain seuil, puis elle stagne à un moment à un niveau donné, puis elle diminue. Il faut que les phobiques ressentent cette diminution qui leur permettra de réévaluer ce genre de situation et de ne plus les considérer comme source de danger. Il y a 2 ans, Gabrielle Seger-Schmittou a suivi une thérapie. Depuis, elle est relativement détendue en présence d'araignées. Devant notre caméra, Gabrielle a décidé de prendre le taureau par les cornes. L'insectarium Wilhelma de Stuttgart possède un terrarium à hauteur d'yeux avec des mygales grandes comme la paume de la main. Quelques années après sa thérapie, Gabrielle ne sait pas à quel stade elle en est. Aujourd'hui, elle veut mesurer son self-control en affrontant ses démons d'autrefois. Gabrielle s'intéresse aux bêtes et à leurs toiles sans ressentir la moindre crainte. Sa fille Mélanie a hérité, pour ainsi dire, de la phobie de sa mère. Le comportement des parents marque celui de leurs enfants. L'un des soigneurs les emmène dans une pièce de service fermée aux visiteurs. Une douzaine d'araignées vivent ici, dont certaines en totale liberté. Elles ont tissé leur toile au plafond ou aux fenêtres. Pour un phobique des araignées, l'endroit est à éviter. Plus que de la peur, c'est du dégoût. Et quand je ne sais pas où elle se cache, ça m'angoisse beaucoup. Regarde Mélanie, il y en a une comme tu les aimes. Celle-là, c'est Suzy. Tu les aimes bien? C'est-à-dire que je les trouve vraiment très belles. Elles sont relativement velues, vous voyez? C'est ça une mygale? Oui, une Theraphosa le blondie. Quand elle mord, c'est très douloureux. Le poison fait très mal, lui aussi. Nicolas Zauner a assuré la thérapie de Gabrielle. Elle l'assiste dans cette épreuve importante. C'est vraiment une araignée immense. Vous contrôlez votre émotion? Ça va. Elle l'a touché en tout cas. C'est rien du tout. Au toucher, ça ressemble plus à un animal qu'à une araignée. Si tu veux essayer, Mélanie, tu verras. Tiens, regarde ça. Elle donne la papate, comme un chien. Les araignées qu'on avait en thérapie faisaient pareil. Vous vous en souvenez, Madame Zauner? Au bout d'une demi-heure, elle donnait la patte et je les caressais. Elles ne tendent pas vraiment la patte, mais on dirait. Oui, elles avancent en tâtonnant.
Maintenant, place aux choses sérieuses. Gabrielle a décidé de prendre l'araignée sur son bras. Son pire cauchemar va se réaliser. Quand je vais la soulever, elle va agiter un peu les pattes. Inspirez à fond. Et qu'est-ce qu'il faut se répéter? Je peux le faire. Elle va forcément bouger un peu. Oh, quelle horreur. On contrôle bien son émotion. Attention, attention. Et si elle se met à avancer, vous me l'enlevez. Elle va tâtonner un peu, c'est normal. Que ressentez-vous? Aucune idée. Ma tête ne fonctionne plus. Je suis à 2 doigts de la crise cardiaque. Ce n'est pas une araignée, c'est un animal. Oh Seigneur. Doucement, respirez. Personne ne croira que j'ai fait ça. On a les images qui le prouvent, maman. À quoi pensez-vous en ce moment? J'espère que mon cœur tiendra le coup. J'ai le vertige, j'ai des vertiges assez forts. Donc la peur est en train d'augmenter. Ensuite, comme vous le savez, elle va stagner. Quand est-ce qu'elle commence à stagner? Excusez-moi, je tremble. J'ai une migale sur l'avant-bras. Oui, vous êtes fière de vous? Pas encore. Je serai fière de moi quand elle sera redescendue. C'est ma plus grande épreuve. Jamais je n'aurais cru que je ferais une chose pareille. Mais Gabrielle n'est pas au bout de ses peines. Elle a décidé aujourd'hui qu'elle dépasserait ses limites. Doucement, tout doucement. Dès qu'elle sentira qu'elle a un appui, elle va se calmer. C'est incroyable. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce que j'ai toujours voulu, au fond. Mais je me disais toujours que je n'y arriverais pas. Comme quoi, il suffit de pas grand-chose pour réconcilier les hommes avec les araignées.